Bonjour, nous sommes le 12 août, 12 avril, 12 avril 2021 et aujourd'hui c'est la lettre numéro 200 des signaux faibles. J'avoue que c'est quelque chose qui m'impressionne un petit peu. La numéro 1 était en juillet-août 2003, ça fait en fait 18 ans, et vous la retrouvez, je mets le lien en dessous, et vous la retrouvez sur une vidéo que j'ai fait sur les signaux faibles de la lettre numéro 1 à la lettre numéro 200. Voilà. Et puis ici, j'ai mis beaucoup de choses qui n'étaient pas simplement du fait du dernier mois, mais des grosses tendances sur ces 18 ans, sur les 27 signaux faibles qui sont de la lettre premium. Et là, je vais vous donner quelques signaux faibles de la lettre gratuite. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout donner, mais ça peut faire un petit peu trop longtemps, il y avait beaucoup de choses. La première des choses, c'est dans ce signal faible numéro 1, c'est que sont devenus les signaux faibles depuis 2003. Jusque vers 2015, en réalité, j'ai lu aujourd'hui que ça datait de l'affaire Charlie. Lorsqu'il y a eu, l'affaire Charlie, les massacres de Charlie, jusque 2015, j'étais à peu près le seul à utiliser des expressions signaux faibles, je veux dire, sur Google. Et puis depuis, elle s'est vulgarisée. C'est une bonne chose. Elle s'est vulgarisée dans le sens de signal fort, ce qu'il faut voir. Or, le sens que moi je donne à signal faible est dans l'information grise, voire l'information noire, une information non dite, une information induite, cachée. Et en 2012, suite à un livre qui était Signal faible mode d'emploi, j'ai eu le prix d'intelligence économique, vous savez, la petite chouette de l'intelligence économique, et on m'a dit exactement cela, c'est que ce que j'apportais sur les signaux faibles, c'est que j'obligeais à aller vers l'information grise, c'est-à-dire l'information qui va au-delà de l'écume des flots, qui n'est pas le commentaire d'actualité, qui est surtout l'information grise, cachée, induite, dont on tire des conclusions. Donc voilà, le signal faible numéro 2, c'est l'importance croissante du temps. Lors de la lettre numéro 1, j'ai parlé de la fin des hypermarchés, des grands hypermarchés. Effectivement, ça avait fait un choc parce que j'en parlais en fait depuis 2006. J'en parlais. Je l'ai mis en 2003, j'ai eu un article en 2006, chercher, il faut sauver le soldat hyper. J'avais soulevé le temps d'achat court et le temps d'achat long dans cet article. Et le e-commerce a confirmé l'importance du temps dans le comportement d'achat en 2006, lorsque j'ai fait l'article. En 2003, lors de la lettre numéro 1, il n'y avait pas de e-commerce. Donc en France, les 35 heures appliquées depuis 2000 ont amplifié l'importance du temps pour soi. Le temps travaillé ne concerne plus que 11% du temps éveillé de la vie d'un humain, en France, contre 40% dans les années 50. Donc on a beaucoup de temps libre. Et le smartphone symbolise l'objet du temps, pour moi c'est l'objet symbolique, de l'immédiateté pour résoudre l'impatience et du lien permanent avec l'autre. Toute réflexion mérite d'introduire le temps aussi bien dans la transition énergétique que dans le tout numérique et tous les produits et services qui vont avec. C'est vraiment une recommandation que je fais qui est une conclusion pour moi de ces 18 dernières années, travailler sur la notion de temps. C'est vraiment primordial. Le signal faible, c'est l'abondance, le numéro 3, c'est l'abondance, la surabondance et la décroissance. En fait, il y a une sorte de parallèle entre le temps et l'abondance qui se fait, c'est-à-dire que, en réalité, j'ai remarqué que plus on avait de produits, moins on savait choisir. Et dans ma lettre numéro 1, numéro 2, donc de juillet, août et septembre 2003, j'en parlais. En fait, la société de consommation des années 60-70 est devenue, dans les années 80, la société d'abondance, puis elle est devenue la société de surabondance avec le développement de l'OMC dans les années 90, et depuis les années 2000, c'est devenu la société de la pollution, et depuis 2010, la société des déchets.
Il se trouve par hasard qu'aujourd'hui, je crois le plus grand acteur mondial des déchets s'est créé avec Veolia et Suez, et nous en sommes, c'est une société française. Nous croulons sous les déchets. Objectivement, sur Terre, dans la mer et dans les airs, de nombreuses solutions sont proposées, et je propose de créer une taxe sur l'abondance, sur l'achat de produits neufs. Je vous laisse réfléchir à la mise en œuvre. Chaque fois qu'on achète un produit neuf, il y a une taxe. Alors il y a une taxe, certains critiquent le mot taxe, ok, je veux bien. Le problème, c'est que le prix des produits n'existant plus, on a des produits si peu chers, il y a même des sites internet qui donnent des produits gratuits, on ne paye que le transport, on arrive à une consommation effectivement d'abondance, de surabondance, de surabondance, et il faut qu'il y ait un prix pour le recyclage du produit et pour sa production. Donc ce n'est pas un micro-pourcentage, mais un montant fixe sur le produit neuf, un minimum d'euros par exemple, en textile, 1 euro pour tout produit acheté, tout produit, on ne fait pas de distinction, tout produit. Vous savez, quand on arrive à des chemises qui valent 50 centimes, elles ne valent pas le 50 centimes, c'est pas normal, nos placards sont pleins de chemises comme ça, il y a certaines personnes qui ne les mettent qu'une seule fois. Alors ensuite, si on les fait revivre dans une seconde vie, le produit, il n'y a pas cette taxe-là, elle est au niveau de la première vente, la première fabrication, l'importation, comment on veut. 1 euro par exemple en textile et 10 euros par meuble. Quand on achète un canapé en plastique, 3 pièces pour le jardin qui vaut 350 ou 400 euros, et en recyclage, c'est l'horreur, parce que c'est du plastique, c'est du pétrole qu'on est en train de recycler, et on ne sait pas quoi en faire. 10 euros, c'est pas assez. Voilà, une taxe abondance pour prendre conscience que nous vivons comme des enfants gâtés. Puis ça conduira peut-être à fabriquer un petit peu plus local et de meilleure qualité. Et le signal 4, c'est de paradigme, la dystopie, l'intellectualisme et le sombre à la mode. En 2003, le mot à la mode était paradigme, le modèle de référence, et depuis quelques années, c'est le mot à la mode, or l'expression du coup, c'est dystopie. Il est absent de mon dictionnaire, Robert, de 2011. C'est le monde sombre, opposé à utopie, le monde imaginaire heureux. Et c'est frappant en ce moment. Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, qui date de 1931, qui est écrit en France, à Sanary, au bord de la mer et du soleil. Et l'autre livre, c'est 1984, de George Orwell, écrit en 1948, sur l'île de Jura écossaise, dans une ferme isolée, où il était quasiment en train de mourir. Ces livres-là sont les deux dystopies écrites dans des temps proches, qui marquent le XXe siècle. Le second, 1984, qui décrit un fascisme crypto-communiste, est bien plus cité en France que le premier. Comme un masochisme bien français d'être fasciné et attiré par ce que l'on exècre. Aujourd'hui, les dystopies sont plus présentes dans les médias, les livres, les films, les séries, que les utopies, comme si le futur devait se construire sur le sombre et non pas s'imaginer dans la lumière. Je recommande vivement de travailler sur l'une comme sur l'autre, si ce n'est plus sur les utopies. Soyons optimistes. Allez, je vous en donne encore un, il y en avait 6, mais je vous en donne encore un. 6 signaux faibles gratuits. Le 5e, c'est « Chaque époque vit son futur ». C'est une chose qui m'a frappé dans ces 18 ans. Aujourd'hui, le futur se partage entre la crise environnementale et le monde numérique. On parle de transition environnementale, transition écologique et transition numérique. Transition énergétique. Et au milieu coule donc la transition énergétique. En 1970, d'ailleurs, la société de location était mise en avant par Alvin Toffler dans Le Choc du futur. En 2008, c'était la dernière mention du Peak of Hubert, on n'en entend plus parler, qui annonçait la fin du pétrole vers 2015. Et en 2015, d'ailleurs, c'est la société Frugal, écrite par Naviraju et Jaideep Prabhu, société économe. Et on n'en parle plus aujourd'hui de la société économe. Alors c'est ça qui est intéressant, avoir
on parle de décroissance, mais la société économique n'est pas de la décroissance, c'est faire l'économie à la limite sur la croissance. Malgré toutes les démonstrations scientifiques particulièrement documentées, le futur est autre. J'en ai retenu le mot agnotologie ou agnotologie, qui n'est pas dans mon dictionnaire Petit Robert, c'est l'étude de la production d'ignorance et donc de la désinformation. On est vraiment en agnotologie, en agnotologie. On nous apprend à ne pas savoir et on nous apprend de la désinformation. Et pour lutter, c'est pour ça que la réflexion sur le futur est très compliquée, parce que on travaille plus en fonction, le futur en fonction de ce que l'on veut obtenir, qu'en fonction d'hypothèses diverses que l'on peut imaginer sur les futurs qui s'orientent à nous. Pour lutter contre l'agnotologie, au moins 2 solutions: chercher d'autres sources d'informations et imaginer l'inverse et confronter. La crise environnementale et le monde numérique ne sont pas les seules hypothèses de futur. Voilà, j'ai un autre article sur l'optimisme. Pourquoi, ça c'était dans la lettre premium qu'ont reçu les abonnés, pourquoi Danone a débuté son déclin vers 2006, la ville qui est en danger, l'adresse, le service statistique du ministère de la Santé qui se trompe toujours de la même manière depuis environ 15 ans sur le nombre de médecins. Voilà, être prêt pour le jour d'après, la Startup Nation n'est pas celle qu'on croit, Global Return, etc., etc. Voilà pour cette lettre 200, on va passer à la lettre 201, donc je repars en plongée. Tout va bien se passer, ne vous en faites pas, la sortie du Covid est pour bientôt, et on vivra un peu comme avant, mais le monde aura changé. À bientôt.